monde sur l'inclusion dans la cité, cette fois-ci, Monsieur André Flageolet, Monsieur Jean-Paul Leblanc, Monsieur Jérôme Debeny et Monsieur Laurent Danel. S'il vous plaît, merci. Je vous laisse vous installer. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, avec vous, Monsieur Flageolet. Vous êtes maire de Saint-Venant, comme c'est noté sur le programme, mais vous êtes surtout un compagnon de longue date de la vie active. Et Saint-Venant est une commune qui a un historique d'accueil et d'intégration des personnes en situation de handicap. Alors, quand je dis Saint-Venant dans la salle, il y a des images qui viennent. On verra après si elles correspondent à ce que vous pouvez nous amener. Vous avez notamment milité pour la création de la résidence accueil au sein de votre commune. Et j'oserais dire que c'est une sorte de pierre angulaire d'un farouche défenseur, quand on a travaillé tous les deux sur cette intervention aujourd'hui. Vous êtes un farouche défenseur de la diversité et de la mixité dans votre ville. On a parlé d'intégration et d'altérité. Je vous laisse la parole. Merci, madame. Oui, ça va, on m'entend ? Je ne sais pas si c'est permuté. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Voilà. C'est mieux que la parole qu'avec les actes. Saint-Venant, 3000 habitants. Vous savez, c'est le lieu où on envoie les fous. C'est ce que j'allais dire. D'accord ? Cette époque-là existait. Aujourd'hui, c'est le lieu où vous envoyez les gens qu'il faut soigner, en vue de les réintégrer. C'est-à-dire, en réalité, si je peux me permettre un petit jeu de mots, de permettre à chaque personne désorientée de trouver à Saint-Venant la possibilité d'écrire un projet qui est à la fois individuel et collectif, c'est-à-dire un progrès qualitatif et non quantitatif. Parce que je pense qu'il y a des progrès qui sont régressifs. Je suis prêt à en parler et à en discuter. Saint-Venant, en réalité, est au cœur des fragilités psychologiques et sociétales. 3000 habitants, un EPSM où il y a 1200 salariés et 19 000 personnes dans la file active, à travers la moitié du département. À côté de ça, des institutions médico-sociales pour 227 lits, un ITEP de 75 personnes, un CESAD de 75 personnes, un centre éducatif fermé de 12 personnes, un lieu d'accueil temporaire pour les enfants autistes, un lieu d'équithérapie, etc., etc. En réalité, Saint-Venant n'a aucun mérite parce que, historiquement, elle connaît l'exclusion, elle connaît la fragilité des uns et des autres. Dès le XIIe siècle, il y a une maladrerie à Saint-Venant. Dès le XVIIe siècle, il y a un hôpital qui deviendra ensuite hospice, MAS, MAPAD, etc., avant d'être fermé et reconverti. Et actuellement, dans l'ancien asile-hospice de centre-ville, où il y a 4000 m² en cours de rénovation, la première pierre angulaire du système entre l'ITEP et l'école primaire, c'est la résidence accueil. Une résidence accueil au cœur de la cité, dans un bâtiment entièrement rénové, avec un principe fondamental, comme pour toutes les autres institutions, il faut proposer de l'inclusion, de la normalité, parce que la société évolue. Saint-Venant a été tranquille pendant des années. Les fous étaient dans les murs et les normaux hors les murs. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça du tout, ça se passe. D'abord, parce que les pathologies ont beaucoup varié. Combien Saint-Venant a-t-il de logements pour les personnes reconnues comme folles ? 3. Par contre, combien nous soignons d'addiction, y compris parfois le week-end ? Alors là, tout est permis, à commencer par l'alcool, le jeu, la drogue, tout ce que vous voulez, les conduites parentales, parents-enfants.
les enfants violés, etc. Tout ça, nous connaissons. C'est la réalité de la société, la réalité de la diversité de cette société. Donc quand je dis tout ça, je dis quoi? Je dis que notre résidence accueil est en quelque sorte, non pas le paquebot amiral, c'est pas ça, la preuve que la différence, la minorité, peut parfaitement trouver sa place dans une société si cette société est résiliente. Or, la difficulté fondamentale de notre société, c'est qu'elle n'est pas résiliente. Nous sommes tous dans notre propre tiroir et nous oublions qu'il faut qu'il y ait une commode. Et la commode, c'est vous qui la faites au quotidien. C'est nous qui la faisons en combattant à la fois les idées toutes faites, les a priori, les exclusions de toute nature. Alors ainsi, à Saint-Venant, dans les services techniques de la ville, vous avez parfois les jeunes du centre éducatif fermé. Ils viennent une demi-journée parce qu'ils sont en immersion d'une autre normalité que celle qu'ils ont connue. D'accord ? Je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est piquante. La première fois que j'ai mis les jeunes du centre éducatif fermé sur le turbin, avec des services techniques, il fallait débroussailler. Les éducateurs m'expliquaient qu'il était interdit que les enfants puissent utiliser une débroussailleuse. Et je leur expliquais aux éducateurs que c'était une exclusion supplémentaire, alors qu'ils étaient chargés de l'inclusion sociétale. Donc ils m'ont laissé faire, ils ont dit « Ok, c'est votre responsabilité, on ne dit plus rien ». Et ainsi de suite. Ainsi, donc un jour, au repas des aînés, les filles du centre éducatif fermé seront en blanc et noir, traditionnelles, et serviront le repas aux personnes âgées. Voilà, c'est comme ça. L'inclusion, c'est ça. C'est trop facile de décréter l'inclusion et de ne pas la réaliser. C'est beaucoup plus compliqué de l'intégrer dans la vie quotidienne, de l'accepter dans la vie quotidienne, parce que c'est une acceptation de la diversité. Il n'y a de richesse que l'homme, et je crois que chaque personne a un droit d'humanité. Il faut donc que nous en donnions des contenus, aussi faibles soient-ils, aussi mineurs soient-ils, quand on met 10 enfants de l'ITEP en milieu ordinaire de travail dans l'école primaire, il faut que je puisse convaincre les parents d'élèves qui m'avaient fait une pétition en disant c'est inadmissible. Je leur ai expliqué que c'est vrai que ce n'était pas encore leur gosse, mais que ça pourrait le devenir. D'accord ? Donc là, ça les a un peu changés. D'accord ? Non, mais j'ai dû expliquer aux enseignants, à certains enseignants, j'ai dû l'expliquer aussi aux filles qui donnaient à manger, etc. Parce que ce n'est pas toujours des enfants si faciles que ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus triste que quelqu'un de normal ? Merci beaucoup. Merci, monsieur Plage. Je rallume le mien. Moi, j'avais une petite question. On verra si dans la salle, il y en a quand même aussi après. Mais est-ce qu'une résidence d'accueil peut vraiment permettre l'intégration active des personnes dans la société ordinaire? Finalement, c'est quand même une structure. Vous dites la pierre angulaire. C'est pourquoi la pierre angulaire? La réponse est oui et non. Si vous regardez, par exemple, le développement de certaines villes, vous voyez que le béguinage des personnes âgées a été mis là-bas, tout au bout, dans un coin, que la masse, on n'en a pas voulu, mais le voisin, il l'a pris, etc., etc. Autrement dit, il y a bien, je dirais, d'abord, le principe d'une architecture de l'intégration des différences dans la réalité physique d'une ville. Moi, mon béguinage, il entend les cris des enfants de l'école primaire et de l'école maternelle. La résidence accueil entend ça. Et la résidence accueil a eu en dépôt, mais pas toute seule, ce qu'on appelle à Saint-Venant les jardins suspendus. C'est-à-dire un lieu de vie où vous pouvez aller planter des carottes, tout ce que vous voulez.
les enfants de l'école primaire y vont, les enfants de l'ITEP y vont, les jeunes du CEF y vont avec le personnel communal, et les gens de la résidence accueil y vont également. Ça ne pose aucun problème. De même que, par exemple, toutes les personnes de la résidence accueil vont au collectif des associations caritatives afin de pouvoir avoir quelques petits plus au niveau nourriture qui leur permet aussi de rendre des services. De temps en temps, on dit aux gars de la résidence accueil, ah oui, tu m'as donné 2 heures de boulot là quand même. D'accord ? C'est bien d'être... Donc c'est à la fois une géographie, une conception sociétale, une réalité du vécu de la part des habitants et de la part des élus, et ça ne se fabrique pas. Ces plantes-là ne grandissent pas nécessairement parce que ceux qui sont là ne présentent pas tellement le souci de l'autre. C'est la question de l'altérité. Et notre société n'a jamais eu autant d'altérité et en même temps autant de murs pour empêcher les altérités de se rencontrer. C'est ça qui fait souffrir. En fait, ça vous fait souffrir aussi. Notre société, elle est segmentée, partagée, au mieux indifférente. Parfois, elle cherche plutôt la répulsion. Merci beaucoup. Alors, je passe au deuxième sujet de cette table ronde sur l'inclusion dans la cité, notamment le volant insertion professionnelle. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir un duo. Donc, monsieur Jean-Paul Leblanc, maire d'Achicourt, et monsieur Jérôme de Benut, directeur du club de prévention de la vie active. Alors, je me suis permis aussi de reprendre votre présentation et parfois de reprendre les points qui me semblent saillants pour comprendre un peu de où vous venez et comment vous intervenez. Notamment, monsieur Leblanc, donc, j'ai retenu que vous étiez issu de la fonction publique territoriale. Tout à fait. Après avoir été formé en master, si j'ai bien compris, puis être intervenu au niveau de la communication du ministère pendant 3 ans. Vous avez terminé votre carrière comme auditeur dans la direction organisation de la région Nord-Pas-de-Calais. Exact, oui. Depuis juillet 2020, vous assumez la responsabilité de la gestion d'Achicourt. Je vous laisserai présenter la ville après, et vous m'avez écrit que vous aviez eu la chance de rencontrer des éducateurs qui vous ont inculqué le sens de l'intérêt général et du travail d'équipe. Vous avez la conviction de la nécessité d'associer vraiment la population à la gestion de la ville et vous pensez nécessaire et indispensable de redonner confiance aux citoyens pour gérer leur avenir. Alors, c'est plutôt pas mal parce que vous avez rencontré des éducateurs et vous en avez un autre qui est à côté de nous. Donc, Jérôme de Benut, formation initiale dans le secteur industriel. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Toujours intéressant à savoir. Engagement associatif, formation d'éducateurs spécialisés, je me rappelle très bien, parce qu'on se connaît depuis quelques années, sur cette formation notamment. Directeur du club de prévention de la vie active sur la CUA. Point accueil écoute jeunes sur l'arrondissement d'Arras, et d'un jeune pôle logement sur l'arrondissement d'Arras également. Toujours animé par les relations à l'autre, le partenariat. Et c'est de ce partenariat que vous venez de nous parler aujourd'hui, de cette collaboration et de cette rencontre. Je vous laisse la parole, messieurs. Bonjour à tout le monde. En tout cas, moi, je suis très très content de participer à cette table ronde, rien que par le témoignage que je viens d'entendre à côté de moi de M. Flageolet. Parce qu'effectivement, je suis, comme je le dis souvent, un vieux militant, mais il n'y a que 3 ans que je suis en responsabilité de la ville d'Achicourt. Ville d'Achicourt qui est une ville de 8000 habitants de l'agglomération d'Arras. Donc la communauté urbaine d'Arras fait 100 000 habitants. 8000 habitants, c'est la deuxième ville quand même de la communauté urbaine. C'est une ville qui a la nécessité d'aller dans la direction de Saint-Venant, mais on en est très 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 loin. Ce que je suis persuadé qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire confiance à la population, il faut faire confiance à tous les types d'intégration possibles. Et quand depuis ce matin j'entends parler d'inclusion, du handicap, etc., je pense que pour moi, dans ma gouvernance actuelle, ma priorité, c'est d'abord l'inclusion sociale, c'est-à-dire essayer de faire que tous les habitants de la ville se sentent concernés par leur environnement au quotidien. Et là, il n'y a pas de maison
sur Achicourt qui accueille qui que ce soit, mais notre volonté, et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés tous les deux avec Jérôme, c'est participer au quotidien aux difficultés de la vie de tous les jours pour que chacun devienne citoyen de sa cité. Et c'est vraiment mon objectif principal pour l'instant. Et on verra si après on peut engager des démarches aussi innovantes et aussi porteuses d'avenir que ce qui s'est passé à Saint-Venant. Il y a des démarches innovantes en fait sur le territoire. Donc le service de prévention en fait, intervient sur l'ensemble de la CUA, sur les quartiers qu'on appelle disqualifiés. C'est souvent comme ça qu'on les interpelle. Effectivement, l'inclusion, c'est le quotidien de nos services. Et donc, je t'ai demandé d'être présent aujourd'hui parce que ton arrivée comme élu, comme maire au niveau d'Achicourt, ça coïncide avec l'arrivée d'un nouvel éducateur au niveau du service. Et donc, il a fallu, de part et d'autre, recréer un lien, une collaboration, un partenariat. Et ce sont des beaux mots, mais il faut les vivre, il faut l'agir et il faut le mettre en place et en synergie de manière récurrente. Donc quand tu as pris la direction de la mairie, ce qui était très appréciable à notre niveau, c'est que très vite tu m'as sollicité. On a échangé en fait sur ce qu'était un service de prévention, ce que pouvait apporter un service de prévention sur un territoire, quelles étaient les valeurs d'un service de prévention, et puis quelles étaient aussi tes convictions. Donc on a pu échafauder des réflexions autour de l'intérêt de notre intervention sur un territoire, sur le territoire. Puis tu as été plus loin, tu as invité en fait tous les acteurs du territoire à se rencontrer et à pouvoir échanger de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font sur le territoire. On a découvert, on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs sur un territoire comme Achicourt, sur des quartiers prioritaires, mais parfois ils ne travaillent pas ensemble, parfois ils sont en concurrence. Et donc l'intérêt, ça a été de mettre tout le monde autour de la table et de pouvoir réfléchir ensemble et donner du sens. Enfin, c'est quelque chose qui nous anime, toi et moi, donner du sens à notre pratique, du sens à notre métier. Et c'est à travers ces rencontres, en fait, ces temps d'échange qu'on a pu élaborer. Aujourd'hui, on intervient sur le territoire depuis de nombreuses années. L'éducateur Vianney, pour ne pas le nommer, passe énormément de temps sur le territoire. Il intervient auprès des jeunes, avec les jeunes sur leurs projets d'insertion sociale, leurs projets de vie, tout simplement. Leur projet de scolarité, recréer du lien avec la famille. Et ce travail est possible parce que alors toi, mais aussi au niveau de la CUA, je ne vais pas dénigrer les collègues de la CUA, mais au niveau du territoire, c'est facile parce que tu nous laisses la place. Et ça, c'est important. Il y a la notion de confiance réciproque, mais ce n'est pas de la confiance aveugle. Ce n'est pas parce que le club de prévention, la vie active intervient, voilà, ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui est questionné souvent, mais questionné avec justesse. Et aujourd'hui, j'ai en tête, on parle d'insertion sociale, d'insertion professionnelle, et alors j'ai en tête un chantier qui a été fait cet été dans ta commune, et ça t'a fortement questionné. Donc des jeunes collégiens en difficulté avec leur parcours scolaire avaient pour projet de passer leur permis AM, hein, donc le permis scooter, pour être à la fois en règle avec la loi, mais aussi de se projeter sur des projets professionnels dans l'avenir, par exemple de l'apprentissage. C'était un chantier école ? Un chantier jeune bénévole. Chantier jeune bénévole. Alors, chantier jeune citoyen. Et la commune, par le biais de ce chantier, a financé les permis. C'est une démarche qui est partagée, qui a été construite ensemble. Et la particularité de ce chantier, ça a été de nettoyer le cimetière, enfin l'un des cimetières de la commune. Et à travers ça, en fait, on s'est posé énormément de questions. Pourquoi ces jeunes iraient nettoyer le cimetière? Qu'est-ce qu'on y met derrière?
Et ça a été d'une richesse, enfin je ne vais pas parler pour le collègue, mais c'était d'une grande richesse parce que dans la relation qui a pu être inscrite avec ces jeunes, on a travaillé des questions de fond. Et les jeunes ont pu se livrer dans leur intimité en fait, par rapport à ce lieu qui n'est pas anodin en fait, par rapport à ces jeunes, quoi. Et c'est vrai que ça nous a fortement questionnés. J'ai entendu ce sens, mais justement, voilà. Alors, ce que j'allais dire, fondamentalement pour moi, que ce soit dans l'inclusion d'une personne en difficulté ou d'une personne en difficulté sociale, il faut donner du sens à ce qu'on fait faire comme action, quelle que soit l'action, quel que soit le type d'action. C'est pour ça que j'ai beaucoup interrogé Jérôme là-dessus. Pourquoi ce type de chantier? Parce que j'avais l'impression que ça ne pouvait pas donner de sens. Et il m'a expliqué, les jeunes lui ont expliqué qu'en fait ça pouvait avoir du sens. Et ça tout simplement pour dire que donc on pilote dans la ville quand même, on a un quartier prioritaire de la ville qui concentre plus de 1200 habitants et dans lequel depuis des années et des années on faisait du béton, comme malheureusement la politique de la ville permet de le faire de temps en temps, et on ne mettait pas de collaboration ni de coordination entre les différents intervenants dans cette difficulté d'insertion sociale. Et ça a été ma priorité dès mon arrivée, c'est-à-dire de mettre en relation effectivement tous les intervenants, parce qu'il y a de nombreux services, je pense que peut-être d'entre vous, un certain nombre d'entre vous participent. Enfin, nous, on travaille avec le club de prévention, on travaille aussi avec la régie de quartier, on travaille aussi avec une association d'insertion qui s'appelle Regain, etc. Mais globalement, on a des difficultés pour que tous ces gens-là, et tous les travailleurs sociaux, j'en passe et des meilleurs, parce qu'il y en a de nombreux qui interviennent, mais jamais ils ne se parlaient jamais. Et donc, effectivement, si on veut que l'enfant ou l'adulte puisse progresser, il faut qu'il soit pris dans sa totalité de sa personnalité, et non pas une fois c'est l'assistante sociale du département, une fois c'est l'éducateur de ceci, une fois c'est la prise en charge de telles difficultés. Il faut mettre de la cohérence et du sens dans l'action collective que l'on doit avoir pour améliorer notre efficacité. Et je voudrais rebondir un peu sur l'introduction tout de suite du président, tout à l'heure quand il parlait du rôle et de la responsabilité des élus locaux. Et je voudrais dire simplement, sans être provocateur, mais en le disant quand même, que l'État est prescripteur, mais il n'est jamais payeur. Et ça, pour nous, élus locaux, c'est sacrément difficile à gérer, parce que j'aimerais bien faire évoluer un certain nombre de services, notamment en matière d'accueil périscolaire, mais c'est quasiment impossible avec le budget mis à notre disposition. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut porter aussi. Il ne suffit pas de dire il faut faire comment, il faut faire avec qui, il faut faire avec quels sous. Parce que nous, élus locaux, on est quand même redevables des impôts que vous payez tous. Merci beaucoup. Merci. Jérôme, si tu peux intervenir sur le dernier point. Ce qui nous importe également, c'est de faire du lien social. Et alors ce chantier, en particulier dans un cimetière, il y a eu énormément de liens sociaux parce que les gens venaient fleurir leur tombe, se recueillir et voyaient nos petits jeunes travailler et entretenir, et ça crée du lien social. Peut-être que ces jeunes et ces mêmes adultes, lorsqu'ils se croisent dans le quartier ou dans la commune, ne se parlaient pas, et bien là ça va changer en fait, parce qu'il y a une relation qui a été créée dans un lieu peut-être singulier, enfin sûrement singulier, mais il y a eu quelque chose de créé. Ça, c'est dans la relation à l'autre, c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Et je vous propose d'entamer le finaliste de l'étape. Ça n'a rien à voir avec le public que tu accueilles, sans mauvais jeu de mots. Laurent Danel. Alors, Laurent Danel, directeur de l'EHPAD et de la résidence autonomie du Bonheur à la vie active. Et alors, tu as aussi, à l'image de Marie Ovzarek tout à l'heure, une double casquette, parce que toi, tu es aussi adjoint au maire à Isbergues, en charge de la personne âgée et de la personne handicapée. Alors, je peux t'avouer quelque chose maintenant, parce qu'on a quand même travaillé pas mal sur ce colloque tous les deux. Et vraiment, quand j'ai vu que tu intervenais en tant que directeur EHPAD sur l'inclusion, j'ai dit « Ah bon ? Bon, d'accord. »
il me semblait que l'inclusion, l'a dit M. Ebersol tout à l'heure, est issue quand même du monde du handicap. Je pouvais le concevoir sur les personnes âgées, je te le dis, voilà, très naïvement, hein, au niveau de l'accompagnement à domicile, hein, ce qu'on appelait le milieu de vie ordinaire. Et d'un seul coup, on me dit, Laurent Danel, EHPAD, va intervenir sur l'inclusion. Je dis, bon, ok, il va nous parler du droit de vote, des expositions où les personnes âgées vont aller voir voilà, telle exposition, tel château, etc. Et puis on a échangé tous les deux, tu m'as parlé de ce projet de crèche, de ce projet intergénérationnel. Et là, on a parlé de vie, de tumulte, de plein de choses. Alors je te laisse intervenir là-dessus. Merci Christine. Donc voilà, tu vois, tu avais ta conclusion. C'est bien pour ça que voilà, on a mis Laurent Danel, directeur d'EHPAD, en fin de programme. Comme ça, certes, tu n'avais peut-être pas le lien au départ sur ce projet de micro-crèche, mais tu avais ta conclusion. Alors moi, je voudrais revenir justement, voilà, tout d'abord sur l'EHPAD. L'EHPAD, bien souvent, comme tu l'as dit, c'est un lieu de calme, de tranquillité, de sérénité, repos. Sauf qu'à la vie active, j'ai envie de dire, voilà, notre côté un petit peu rebelle parfois, fait que c'est tout l'inverse. Ça veut dire qu'on est plus sur le maintien de l'autonomie, des animations, comme tu l'as dit, des sorties, essayer de satisfaire les envies de chacun de nos résidents. Depuis 20 ans, le public change et aujourd'hui, il est bien plus compliqué d'amener nos résidents sur l'extérieur, de faire des sorties, voilà, de trouver sens à la vie. Du coup, notre réflexion sur Marles-les-Mines, c'est plutôt parti de si nous ne pouvons plus aller à l'extérieur, faisons en sorte que la vie vienne chez nous. Oui, parce qu'on a les personnes âgées que vous accueillez maintenant en EHPAD, comme tu l'as dit, on a parlé aussi de sévérisation du public avec Patrick tout à l'heure. C'est beaucoup plus âgé, beaucoup plus dépendant, avec des GIR, ce qu'on appelait des dépendances très importantes, et le projet a dû être retravaillé. Voilà. Donc on a fait en sorte que voilà, on puisse amener la vie sur la structure. Alors je voudrais faire un petit rappel, hein, parce que c'est pas arrivé comme ça d'un seul coup d'un seul. Faut savoir que la vie active a créé l'EHPAD de Marles-les-Mines en 2013, mais que depuis la création de cette résidence autonomie qui avait lieu, donc qui existait avant la construction de l'EHPAD, cette résidence autonomie était communale. Donc elle accueillait tous les ans le centre de loisirs, notamment sur la restauration. Donc il y avait déjà cette culture sur ce site, quelque part, de cette vie, de ces jeunes qui venaient partager le temps de repas avec les anciens. 2013, la vie active reprend, on arrive voilà, à avoir des accords pour que ce côté intergénérationnel, cet accueil des enfants puisse se poursuivre. Et voilà, on continue donc à accueillir le centre de loisirs. Le maire ayant constaté que les enfants qui déjeunaient jusqu'à présent avec une convention au niveau du département sur le collège, les enfants avaient très peu de temps pour manger. Et donc il nous a sollicité pour savoir si, en dehors des centres de loisirs, tout au long de l'année, on pouvait accueillir la restauration scolaire. Donc voilà, on a répondu favorablement. À nouveau, on avait des enfants non plus sur certaines périodes, mais j'ai envie de dire tous les jours de l'année. Donc voilà, c'était, comme tu disais, le tumulte, le mouvement, la vie qui rentrait dans la structure. Jusqu'à un moment où on s'est rendu compte que voilà, le maire a souhaité non plus qu'on ait, parce que sur Marles-les-Mines, il y a 3 écoles, non plus accueillir une seule et unique école, mais accueillir tous les élèves des écoles maternelles. Donc on ne prenait que les tout petits, mais des 3 écoles. Donc là, on a changé d'accueil. C'était vraiment encore un peu plus particulier, mais ça donnait encore plus de vie parce que voilà, là, on s'est rendu compte que nos résidents, voilà, quand ils voyaient arriver les enfants c'est les enfants, mais les tout petits, ça reste des étoiles dans les yeux. Et du coup, voilà, tous ces bambins qui arrivaient a fait en sorte aussi que pour nos résidents, on a retrouvé voilà, une utilité sociale. Ils ont retrouvé leur rôle de grands-parents. Donc voilà, je pourrais aussi donner quelques petites anecdotes. Nous avons une dame voilà, qui, tous les jours, venait s'assurer que la porte était ouverte pour que, comme elle disait, il faut que chez Cho peuvent rentrer parce qu'il fait froid dehors. Quoi. Voilà, donc on avait ce côté vraiment voilà, aidant. D'autres anecdotes, hein. Mettre la table quand on sollicite les résidents pour mettre la table pour les autres résidents, c'est non. Et mettre la table entre guillemets pour chez Cho, ah ouais, c'était oui. Et là, j'ai envie de dire, c'était la bagarre pour pouvoir le mettre. Donc tout ça fait que
voilà, ce côté entrée de vie dans la structure était lancé. On a poursuivi les choses donc, avec une journée intergénérationnelle pour agrandir un petit peu les choses dès l'ouverture de l'EHPAD en 2014. Voilà, avec la rencontre des écoles marlésiennes, des IME, des CHRS, des SAJ, des ESAD et des EHPAD, voilà, faire partager à l'ensemble voilà, de nos collègues et des enfants des écoles marlésiennes voilà, ces interactions entre tous et en fait voilà, le monde qui vient et l'inclusion dans la cité de Maîtres de la Vie. 2017, on a encore tenté une autre expérience. J'ai le collègue de l'AMEX de Sailly-la-Bourse, pardon, qui avait quelques travaux. C'est moi qui suis, je parle mal dans le micro. C'est le collègue de Sailly-la-Bourse qui avait des travaux sur Samex et qui a sollicité qu'on puisse héberger les enfants dans une des ailes de la résidence autonomique qui était vacante et d'assurer aussi la restauration le soir. Voilà. Donc il m'avait prévenu, attention, tu vas voir, c'est des enfants, l'AMEX avec tes personnes âgées, ça va être détonnant quoi, quelque part, tu vas avoir de la casse, voilà. Donc il m'avait dit 6 mois, bon, j'ai dit allez, on va prendre le pari, 6 mois, on y va. Bon, Pascal m'avait menti un peu sur les délais des travaux, parce que ça durait 18 mois, donc voilà. Mais bon, c'est tout, c'est un collègue de l'assaut, donc on fonctionne tous pareil, donc voilà. Et du coup, pas de dérapage. On a une fois, casse d'un carreau, c'est tout ce qui s'est passé en 18 mois. Même lui était bluffé. Et je pense qu'il y a un système de respect qui s'était mis en place entre ces enfants. Je vais passer mon micro, je pense qu'il va aller un petit peu mieux. Tu peux le tenir. Merci. Excuse-moi. Merci Christine. Et donc, voilà, pas de dégâts, enfin voilà, du respect qui s'était mis en place entre... Arrêtez de les mettre en MEX, on va tous les mettre en EHPAD. Donc. Voilà, donc Pascal voilà, avait souhaité que je puisse continuer éventuellement de garder un groupe. Voilà, donc c'était encore une expérience. Et puis de tout ça, bien évidemment, on a eu cette crise Covid qui est arrivée, tout roulait bien, voilà. Et nous nous retrouvons, nous, en 2020, avec l'obligation, du jour au lendemain, enfin même à la minute près, de fermer nos portes et de mettre un stop à tout ça. On a géré la crise Covid, on était vachement occupés avec cette crise Covid, mais comme tout à chacun. Et sortie de crise Covid, on s'est dit, mais voilà... Comment reprendre? Pas facile de tout redémarrer, sachant que la mairie avait dû trouver des solutions et ne pouvait plus faire non plus machine arrière, enfin tout était lancé. Et là, un autre collègue de la vie active qui est venu me voir en me disant moi j'ai des classes externalisées, et est-ce que tu peux accueillir à nouveau la restauration le mercredi et les samedis de fonctionnement? Donc c'était l'opportunité pour nous de pouvoir à nouveau accueillir des enfants et de remettre de la vie dans la structure. Fort de tout ça, on s'est dit, mais c'est bien beau, mais voilà, c'est tellement aléatoire, on a ces accueils, on les a plus. Quelle réflexion on pourrait mener pour avoir, entre guillemets, ces petits bambins de façon pérenne? Et donc on s'est dirigé vers le projet de microcrèche. On a travaillé, collaboré avec la mairie voilà, pour avoir l'étude de besoin et savoir si ça pouvait répondre à un réel besoin pour la collectivité, savoir si la collectivité était bien évidemment partie prenante dans le projet. Et voilà, notre projet microcrèche est sur les rails, le permis de construire est déposé, les travaux vont démarrer en octobre. Alors du coup de tout ça, voilà, moi je voudrais lancer quelques petits messages. Hein, voilà, je profite des élus qui sont présents parce que je pense que c'est important. Entre guillemets, j'en suis un, certes à mon petit niveau, mais j'en suis un aussi. Et je pense que voilà, c'est important de le souligner. Il faut une volonté politique. Alors j'entends, hein, oui, effectivement, il faut des moyens et compagnie, mais des fois, on arrive à trouver un petit peu de sous quelque part. Voilà, il n'y a pas besoin des fois de beaucoup au départ. Et je pense que c'est cette appétence-là qui fait que, effectivement, à un moment donné, cette volonté politique, avec des élus engagés, impliqués, volontaires, qui ont envie de faire, tout simplement, je pense que si on se mobilise tout, on peut tous faire de très belles choses, notamment sur voilà, ce volet inclusion, et comme tu le disais, peut-être un peu surprenant de l'inclusion d'une microcrèche en EHPAD, mais comme quoi c'est réalisable. De l'inclusion à l'intérieur. Voilà. Et du coup, voilà, je pense que tous les élus, voilà, je profite parce que je pense que j'ai aperçu mon collègue maire d'Isberg, voilà, tout ce que l'on fait, entre guillemets, tout ce que j'arrive
mon expérience sur Marle, voilà, j'essaye aussi de la dupliquer sur Isberg et on se rend compte que voilà, avec la volonté des collègues élus, quand on est tous autour de la table et que le projet, comme vous le disiez, a du sens, le fait de vivre ensemble, tout simplement, je pense qu'effectivement, on peut y arriver. Et voilà, je profiterai, je mettrai un petit clin d'œil à la gouvernance de l'association parce que voilà, tout ça, c'est réalisable aussi qu'à partir du moment où on nous laisse travailler ce type de projet et compagnie et d'échanger pour que voilà, l'asso, les collectivités, les élus, voilà, on puisse travailler sur l'inclusion. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle et auquel cas je laisserai Delphine ou Guillaume. Est-ce que, voilà, je vous invite éventuellement sur les 5-10 minutes. On a une question là-bas. Vous pouvez vous présenter quand je vous posez la question, s'il vous plaît, qu'on vous repère un peu ce que vous faites. Oui. Alors Jean-François, je suis conseiller municipal à Angres. J'ai une question à vous poser dans cet ordre d'esprit. Les élus locaux ont la possibilité d'accéder à de nombreuses formations, qui sont budgétées d'ailleurs, mais peut-être pas toujours utilisées. Est-ce qu'il existe une formation concernant, pour les élus locaux, la mise en place des politiques inclusives afin de vous aider tous et toutes à mieux comprendre vos problèmes et à participer à leur réalisation? Alors, si vous me permettez, c'est peut-être moi qui vais répondre pour l'instant, parce que oui, nous avons donc au sein de la Fédération des élus citoyens et indépendants à Lens, la FECI. Donc je vous invite à aller sur leur site et éventuellement vous pouvez me voir. Je pense même qu'il y a certaines personnes ici. Nous avons un catalogue de formation où ce thème de formation est réalisé à la fois en inter, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qu'on reçoit, des élus que l'on reçoit à Lens, où on a tout un pôle de salles de formation, en l'occurrence adapté au numérique aussi, là, donc en inter, et où on peut les faire aussi en intra, c'est-à-dire que le formateur se déplace. Je peux même vous dire qu'on a fait des formations en soir, en conseil municipal, en week-end parfois, parce qu'on respecte aussi vos rythmes, et où le formateur se déplace et travaille la formation avec vous en amont. Donc il n'y a aucun problème, vous pouvez venir me voir comme vous le souhaitez après, ou je peux vous orienter sur les personnes qui gèrent la fédération, le centre de formation de la FECI sur Lens. Est-ce que j'ai répondu à votre question? À des tarifs tout à fait concurrentiels. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fonctionne. Je me présente donc Sabine Vanel, je suis sénatrice du Pas-de-Calais et membre du Haut Conseil de la vie active. Je me rassois pour une question pratique. Oui. Voilà, d'abord, je voulais remercier la vie active d'avoir organisé ce colloque. Tous ces propos très humains que l'on vient d'entendre font chaud au cœur. Remercie aussi les participants. Et j'ai été très sensible aux propos, bien sûr, de tous les intervenants et aux propos des 3 maires qui ont indiqué et qui ont mis en évidence les moyens qu'il faut, l'énergie qu'il faut déployer pour organiser une inclusion de qualité avec un État, et ça vient d'être dit, prescripteur et non payeur. Donc j'étais très sensible à ces propos-là, entre autres. Je voudrais faire un petit pas de côté. J'aurais voulu intervenir après la question de l'inclusion scolaire sur les AESH, donc l'éducation nationale. Il y a 132 000 AESH en France qui souffrent. Enfin, ce sont des acteurs très, très importants pour l'inclusion. Et je vais faire une petite parenthèse. Moi, à titre personnel, j'ai 2 petites filles jumelles qui ont été grandes prématurées, qui ont des problèmes 10 et qui sont donc dans l'école ordinaire, accompagnées par une AESH. Elles sont reconnues NDPH. Et ça se passe très très bien avec des gens hyper dévoués. Voilà, donc j'insiste sur cette question parce qu'elle m'importe. C'est bien de le mettre en relief, évidemment. Elle m'importe
Dire aussi que ces personnels souffrent énormément. Il y a une chute des vocations d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elles ont un salaire. Je dis elles parce qu'il y a 95% de ces fonctions qui sont assurées par des femmes. Elles ont un salaire en dessous du seuil de pauvreté. Si tant est qu'elles puissent avoir un emploi à temps complet, bien souvent c'est refusé. Donc c'est 850 € pour un temps complet, ces dames. Elles font parfois plusieurs établissements dans la même journée, avec des frais à leur charge, des frais de route à leur charge. Leur formation, eh bien souvent, elle est assurée par elles-mêmes, payée par elles-mêmes, quand ce n'est pas par les parents des enfants en question. Donc ce sont des personnes en souffrance qu'il y ait besoin de revaloriser. Et moi, en ma qualité de parlementaire, j'étais chef de file sur cette question pour mon groupe et j'ai fait voter à l'unanimité du Sénat une proposition de loi pour au moins, tout ce qu'on pouvait faire, CDIser ces personnels au bout de 3 ans d'exercice. Voilà, au bout de 3 ans d'exercice, on passe en CDI. De la même manière, puisque j'étais chef de file, j'ai présenté un amendement pour faire revaloriser leur salaire, donc au projet de loi de finances. Et malheureusement, là c'est un échec, c'est que la majorité sénatoriale et le gouvernement ont refusé. Voilà. Merci. Merci, Madame la sénatrice. Merci. On peut s'interroger sur le projet de société quand on laisse les plus démunis de côté et surtout les gens qui les accompagnent. Merci beaucoup de votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, si, s'il te plaît, Guillaume, Madame. Je vous laisse vous présenter. Non, ça ne fonctionne pas. Ah si, ça marche. Donc, personnellement, je suis Sylvie Auclair et je suis conseillère municipale Ville d'Arras, plus particulièrement pour les seniors et les personnes en situation de handicap et vice-présidente du CCS. Mais je voudrais que vous puissiez écouter le témoignage d'Éléonore Laloux, qui est bien sûr avec nous dans la mairie d'Arras et qui est maintenant élue à l'inclusion et au bonheur. Et je pense qu'elle est l'exemple vivant de ce que nous avons vécu ce matin, et elle est complètement dans le progrès, dans une vie assumée, et je dois dire que je pense qu'en conclusion de cette matinée, ça va être exceptionnel. Eh ben, je peux même l'inviter à nous rejoindre sur la scène. Merci. Alors, je vous invite à vous asseoir à côté de Laurent. C'est pas, enfin, voilà, Ok. on fait comme on peut. Et je vous laisserai aussi 2-3 minutes si ça vous ne dérange pas, parce qu'on a un temps un peu contraint, mais voilà. Je vous en prie. Conclusion sur la participation au colloque. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier les deux tables rondes, c'était intéressant. Je m'appelle Éléonore Laloux, j'ai 38 ans, j'ai une trisomie 21 et j'ai été, pour la première table ronde, j'ai été scolarisée dans des milieux ordinaires et mes parents se sont battus pour que je sois dans le milieu ordinaire. Ils ont fait des dossiers embêtants pour que je ne sois pas dans des établissements. Je travaille dans le milieu ordinaire. C'est vrai que au tout début, c'était pas facile parce que les élèves, surtout les grands qui ne connaissaient pas la trisomie 21, c'était pas facile pour moi.
petit à petit, j'ai été leur grande copine parce que j'ai retrouvé quelques copines. Et après maintenant, je suis agent administratif au service facturation dans un hôpital privé sur Arras. Et là, tout se passe bien. J'ai des bonnes relations avec mes collègues. Et parce que j'ai été à la médecine du travail, ils ont tout de suite compris qu'il fallait adapter mon poste de travail. Donc derrière, j'ai genre quelques bannettes, j'ai une charrette parce que j'ai pas le droit de porter de lourd. Parce que en ce moment j'ai des problèmes de santé et voilà. Ensuite, ils ont mis une charrette. J'ai un bon fauteuil avec un repose-pied. Et qu'est-ce que je peux dire? Moi, je vais en profiter pour vous poser une question parce que oui. Y a eu des moments difficiles à l'époque c'est surtout à l'époque du collège et du lycée. Et c'était quoi ces moments difficiles? C'était dû à quoi? Est-ce que c'était parce qu'il n'y avait pas de gens pour vous accompagner, comme nous l'a fait remonter Madame la sénatrice? Est-ce que c'est parce que c'était les gens qui n'étaient pas, que vous ne voyiez pas pareil? Ça se situait où le problème que vous rencontriez? C'est surtout des élèves, parce que j'ai été à la sortie du collège, je prenais le bus. Je prenais le bus, donc j'étais d'un fond, et les élèves, ils m'ont mis du chewing-gum dans mes cheveux. Vos cheveux. Ils ont fait ça en 2 reprises. À l'époque, j'étais vraiment pas bien. D'accord. Et petite question pour terminer. Les élèves, vous parlez des élèves, là, par exemple, oui. dans le bus, oui. Mais est-ce que ça veut dire que dans la classe où vous étiez, ça n'avait pas été préparé, on ne savait pas qui vous étiez, ou les gens qui étaient avec vous ont permis quand même que ça aille mieux dans votre classe, peut-être pas dans le bus, mais dans votre classe, ou pas? Au début, ils n'ont pas posé la question pourquoi j'ai la trisomie 21. Et ils n'ont pas compris ça. Ils se sont pris à moi. J'étais vraiment en colère et attristée. Sinon, j'ai aussi une prof volante qui était là pour devoir pris le temps avec moi pour mieux m'accompagner. Et là, ça a été mieux. Et là, ça a été beaucoup mieux. Merci beaucoup, vraiment, merci. Merci pour ce témoignage. Merci Sylvie. Et je suis désolée de mettre un peu de limite de temps parce que c'est vraiment intéressant, mais j'imagine qu'on va continuer après parce qu'il y aura juste après le colloque des échanges dans d'autres lieux. Merci beaucoup. Je vous laisse redescendre, messieurs, dames.